Bord de mer et qu'on retrouve Philippe Labro à Cannes. Bord de mer, oui, mais Cannes n'est pas détaché du monde extérieur. La preuve, c'est que derrière vous, vous avez peut-être vu des pancartes, des banderoles, des panneaux. Il s'agit d'un certain nombre de manifestants qui protestent contre l'actuel régime et gouvernement turc et qui réclament la libération des prisonniers dans les prisons turques et qui protestent donc contre l'intolérance. Or, l'intolérance, Ettore Scola, vous la traitez d'une certaine façon dans La Nuit de Varenne, le premier film officiellement en compétition aujourd'hui. Et qui sort aussi à Paris. Et qui sort en ce moment même à Paris. Oui, je pense que l'intolérance soit le plus grand ennemi de quelconque idée, de quelconque idéologie. L'intolérance, le manichéisme. Donc c'est pour ça que dans La Nuit de Varenne, j'essaie de comprendre peut-être encore mieux ceux qui regrettent le passé, ceux qui apprécient pas tellement le monde nouveau qui va arriver, car ce sont des personnages qui ont plus besoin, je crois, de notre compréhension, de notre peine. Ettore Scola, votre film en ce moment même est visionné par les critiques, les journalistes et les membres du jury. Ça n'explique pas les raisons pour lesquelles vous suez autant, c'est que je crois que vous sortez d'une grippe difficile, vous êtes même en pleine grippe difficile. Nous allons parler, si vous voulez bien, de La Nuit de Varenne dans un instant, mais je rappelle que l'événement hier soir, en dehors de l'ouverture du festival, c'était la reprise, la projection d'un monument de l'histoire du cinéma. Il s'agissait d'Intolérance de l'américain Griffith, un film qui date de 1916, qui dure 2h50, qui a donc 66 ans aujourd'hui, un film maudit que peu de gens en fait avaient vu et dont nous allons vous présenter un extrait, car d'une certaine façon le festival hier soir a été comme une espèce de grande cinémathèque. Alors l'extrait qu'on va voir montre une nouveauté, c'était le premier travelling avant sur un décor fait par Griffith en 1916. Depuis on en a usé et abusé. Oui. Bien entendu, il s'agit d'un film muet, mais hier, les organisateurs du festival avaient, France Roche, trouvé une façon de rendre les choses un peu plus vivantes. Ils avaient déniché un pianiste qui a l'âge du film, en fait, et même plus que l'âge du film, et qui, pendant toute la projection, comme à la grande époque du cinéma muet, a accompagné le film sur son piano, ce qui était une autre performance. Volker Schlöndorff, c'était votre première vision de Intolérance ? Non, je l'avais vu évidemment il y a plus de 20 ans à la Cinémathèque, mettant toutes sortes de formes estropiées et surtout jamais avec une telle qualité de projection et de copie et surtout jamais avec une audience de 2000 ou plus de personnes dans la salle. Et ça, c'était la grande expérience. Comme ce film d'abord n'a pas du tout vieilli pour nous tous, que nous avons au contraire l'impression que nous faisons un cinéma un peu sclérosé quand on voit ça, puisque Griffith, il a réussi ce qu'on nous réclame toujours, et ça dès 1916, c'est-à-dire d'allier à la fois le grand spectacle, comme le cinéma en tant que fête foraine et cirque, et d'autre part, il traite de l'intolérance contre laquelle on est en train de manifester là, ici, derrière nous, pour l'écrasement du peuple turc. Intolérance aussi, parfois, même dans la programmation des films, puisque j'entends beaucoup parler d'Ettore Scola et je ne veux pas lui casser son cou, mais il y a un deuxième film qui passe aujourd'hui au festival qui n'a pas été mentionné, qui est justement un film turc. Nous allons en parler. D'un auteur qui se trouve en prison. Nous avons même l'interview de cet auteur. Alors donc, laissez le journal se dérouler jusqu'au bout. Volker Schlöndorff, vous étiez là aussi parce que vous avez eu une palme d'or pour le tambour, vous êtes donc un des grands anciens du festival, et vous avez reçu aussi un trophée parmi les 10 ou 12 metteurs en scène qui ont été hier honorés dans cette ouverture de festival. Un dernier mot. Pour vous, depuis 66 ans, depuis Intolérance, le cinéma n'a pas évolué, n'a pas changé. Griffith est aussi moderne. Vous n'avez rien inventé. Non, on n'a vraiment rien inventé. C'est ça qui est formidable. Au moment où le cinéma a apparu, toutes les possibilités ont été exploitées. Et après, on a essayé de nous fixer, comment dire, par les canaux industriels sur certains domaines.
Et je me souviens là d'un colloque où 30 réalisateurs du monde entier ont participé et tous nous avons dit, voilà, il faut retrouver la liberté qu'il y avait du temps de Griffith, c'est-à-dire avec le cinéma, on peut tout faire et surtout on peut tout y faire entrer, aussi bien le monde extérieur que le monde intérieur. Ça peut être intimiste, ça peut être le grand spectacle, tout est possible. Merci beaucoup, Volker Schlendorf. On peut tout faire avec le cinéma et on peut tout y faire entrer. Ettore Scola, on peut tout faire avec le cinéma, on peut tout y faire entrer, vient de nous dire votre collègue, votre confrère Volker Schlendorf. Le grand Schlendorf. Qu'avez-vous fait entrer dans la nuit de Varenne? Qu'avez-vous voulu mettre dans la nuit de Varenne? Reconstitution historique, bien sûr, qui dure 2h30, je crois. Oui. Avec de très nombreux comédiens, Jean-Louis Barrault à nos côtés bien sûr, mais il y a Daniel Gélin, il y a Anna Chigula, il y a Michel Piccoli, Jean-Claude Brialy, Marcello Mastroianni, qui n'est pas encore présent à Cannes mais qui arrive je crois. Alors, l'histoire, la nuit de Varenne. Oui, mais avec tout le respect pour l'histoire que nous tous avons, j'ai aussi un conseiller historique qui est Masseron, donc il faut respecter l'histoire. Mais je crois qu'il y a très peu d'histoire dans le film. Qu'est-ce qui nous a intéressé, et je pense ce qu'on a essayé de mettre dedans, c'est quelque chose sur l'histoire de l'individu qui change jamais et qui est une histoire donc d'aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai tourné tout à fait comme s'il n'était pas habillé en costume, si les décors étaient normaux, comme si la carrosse était une bagnole. Et ça, je crois qu'on le voit, qu'on le ressent. Après 5 minutes pour s'habituer à un mode d'autrefois, d'autre temps, on est dedans comme dans une histoire d'aujourd'hui. Car sont plus que l'histoire, plus que les grands événements, c'est l'histoire des hommes, des caractères, de leur individuel qui ressort ou devrait ressortir. Précisons tout de même, France Roche, que la nuit de Varenne, ça signifie, pour tous ceux qui, bien sûr, ne le savent pas, et ils ne sont pas si nombreux que cela, la fameuse nuit au cours de laquelle... ça? Alors, ceci est le livre du film. Catherine Riouard, pour les éditions Ramsay, a écrit, après vous, bien sûr, le récit d'après votre film. Mais c'est une habitude française de faire des livres... Oh, c'est pas seulement français, je crois que ça se fait de plus en plus. Par Catherine Riouard, avec l'affiche du film, avec le titre du film, et écrit par une autre. Je ne vois pas le nom de Sergio Amidei ici qui a écrit le script. Alors oui, effectivement, mais enfin il y a écrit Gaumont là-dessus, ce sont vos producteurs. Ah, mais c'est pas la Gaumont qui a écrit le film, non, ça je peux vous l'assurer. J'imagine qu'il y a un accord entre vos producteurs et les éditeurs. Voici d'ailleurs sur le dos. Ah oui, sur le dos il y a le nom. Le générique des auteurs. Mais vous avez raison de dire que le scénariste de ce film, c'est une opération très culturelle, je trouve. Oui. C'est vous et Sergio Amidei, et que vous avez un conseiller historique qui s'appelle Claude Manseron. France, essayons tout de même de dire que la nuit de Varenne, c'est la nuit au cours de laquelle le roi a fui en France, la nuit de la Révolution, mais cette nuit ne raconte pas la fuite du roi, elle raconte ce qui se passe dans une diligence, n'est-ce pas, Ettore Scola, qui précède ou qui suit qui suit celle du roi. Mais en fait, c'est une sorte de western historique pour moi, parce que d'abord, il a pris la diligence, comme dans Stagecoach de John Ford, et il a mis dedans des représentants de toutes les classes de la société. La classe qui va disparaître et celle qui est à l'aube d'un monde nouveau. Et parmi ces personnages, il a été très très équilibré parce que les aristocrates ont quand même, ils leur rendent un hommage à leur qualité, à leur élégance. Par exemple, à Anna Chigula, qui est une comtesse. Et en même temps, on sent qu'il aime Rétif de la Bretonne, qui est celui qui est à l'affût des changements de la société. Et puis il y a aussi Casanova vieillissant. Et dans ce film, Casanova qui en a assez des femmes et qui les refuse, est campé par Mastroianni d'une façon merveilleuse. Et qui a une sorte de conservatorisme, mais biologique seulement, car il rêve au temps où il était jeune, où il aimait. Voici un extrait de La Nuit de Varenne, donc d'Ettore Scola. Je vous en prie. Et puis je suis contralto, le Porello est baryton. Le Porello est aussi grand que Sancho Panza. Il a tous les défauts et toute la colère du serviteur qui envie son maître et le déteste. Et en effet, il y a un moment où il chante « Je veux devenir gentilhomme et je ne veux plus servir ».
C'est le rêve impossible de tous les serviteurs de tous les temps. Dois-je comprendre que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui s'est passé en France depuis 89? Peut-être vais-je déplaire à certains d'entre vous, mais je dirais non. Je ne suis pas d'accord. Parce que tout ici s'est un peu enlaidi. Parce que les cochers et les domestiques se sentent autorisés à être effrontés et insolents. Parce que je regrette ma belle et douce France d'autrefois, où tout était lumineux, plein d'harmonie, et où il faisait bon vivre pour un étranger aussi. La dignité était respectée. La dignité est la première chose que l'on perd. Vous vous préparez à voir le peuple comme souverain. Eh bien, c'est le plus brutal et le plus tyrannique des souverains. Suffit, je vous interdis de parler comme vous le faites. C'est à vous, monsieur, que je m'adresse. À vous, monsieur Casanova, ou madame Casanova. Eh bien, moi, je vous dirais merci. Oui. Parce que vous m'avez démontré que j'avais raison de parler ainsi. Dans la vieille France, personne, avec une telle insolence, ne m'aurait interdit de parler. Écoutez, jeune homme, vous ne devez interdire que les actes nuisibles à la société. Les paroles aussi peuvent être nuisibles. Peut-être. Mais les interdire est toujours un pas vers la tyrannie. Il est peut-être beau garçon, mais quel caractère! À Bologne, on les appelle sbregacouillons. La jeune fille aussi est charmante, pas mal. Peut-être un peu sombre, non? Si le bon Dieu les a fait noirs, il doit y avoir une raison. La nuit de Varennes, donc, premier extrait, mais dans cette nuit de Varennes, une diligence joue un rôle très important, vous le disiez France Roche il y a un instant, la diligence dans laquelle vous avez mis les passagers, Ettore Scola, parmi lesquels Jean-Louis Barrault qui incarne le célèbre écrivain Rétif de la Bretonne. Oui, Madame Avant disait c'est une espèce de western comme la chevauchée fantastique. Mais Ford s'était inspiré à Maupassant, vous le suivez, donc le cercle s'enferme. Oui, c'est un lieu symbolique où on peut faire rencontrer des caractères. Et où, ayant le temps, les gens se révèlent parce qu'ils n'ont qu'une chose à faire, c'est d'échanger leurs idées et leurs identités. Puis le voyage était très long, le film est très long, donc on a tout le temps de les connaître. Alors on a le temps de rencontrer donc ce personnage incarné par Jean-Louis Barrault. Vraiment sérieuse. Avec le mari dans le même lit, qui ronflait à côté. Non. Oui. Et puis dans un confessionnal, dans l'enceinte d'un couvent, dans une barque au milieu d'un fleuve, sur un arbre, dans une étable. Avec la fille qui tenait la laine à sa mère aveugle, qui en faisait un écheveau. Non. Quoi, vous n'allez pas vous laisser décourager par une voiture, voyons. Puisque vous m'avez lu, vous savez que je ne me suis jamais consacré à ce genre de femme qui voyageait en carrosse. Alors comment feriez-vous, chevalier, pour instruire Monsieur Le Vandel? Peut-être après un échange de regards, aurez le dépôt suivant. Mais non, au prochain relais, il y aura les maris. Vous le faire ici, dans la voiture. Nous pourrions peut-être attendre que la nuit tombe. Et en voyage, dans le noir? Mais non, le voyage sera fini avant que la nuit tombe. Au mieux, on pourrait tirer le rideau. Comme ça. Je ne trouve pas ce jeu amusant. Faire l'amour dans un carrosse, et nous l'avons peut-être déjà fait, ou dans la plus secrète alcôve, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est qu'il y ait... C'est que dans l'amour, il y ait... Qu'il y ait... Quoi? Le mystère. Jean-Louis Barrault, Ettore Scola vous a dirigé, c'est la première fois que vous faites du cinéma depuis 10 ans, plus 16 ans, paraît-il. 16 ans. Aucun problème de retour derrière les caméras après avoir autant fait de théâtre et autant dirigé le théâtre? Moi, derrière la caméra, non, parce que j'aime le côté professionnel.
Et je crois que pour être derrière une caméra, il faut connaître sa profession. On ne peut pas faire de l'amateurisme. Et vous, enfermé dans ce... Oh non, mais je refuserais. Et vous, enfermé dans cette carriole, comme ça, avec d'autres comédiens pendant très longtemps? Ah, mais c'était très agréable. Et puis, vous savez, quand on a l'habitude de mettre en scène des acteurs, on est très heureux d'obéir. Et moi, j'étais très heureux d'obéir à Ettore Scola. D'ailleurs, sa sensibilité correspondait tellement avec la sensibilité du personnage que j'avais incarné, Rétif de la Bretonne. Il y a ce désir de justice, d'humanité, cette sensibilité extrême de rester juste. Non pas, par exemple, quand Rétif dit « Je ne plains pas Louis XVI, j'ai trop peu connu les rois, que les rois s'apitoient sur le sort des rois, mais je donne des larmes à un homme malheureux. » Et vous étiez... Eh bien, c'est tout à fait dans la sensibilité d'Ettore Scola. Vous entendiez il y a un instant, pendant que Jean-Louis Barrault parlait, quelques chants derrière nous. Il se trouve, en effet, nous l'avons dit au cours de ce journal, que la vie ne s'arrête pas avec le cinéma à Cannes et que la vie, la politique, les manifestations sont aussi présentes et parfois même les manifestants se servent de la présence extraordinaire de 2500 journalistes sur la Croisette pour parler des problèmes qui les concernent. Il s'agit de manifestants turcs et ils protestent contre l'incarcération d'un certain nombre de militants et de syndiqués turcs en Turquie et contre le gouvernement turc. Or, il se trouve que le cinéma rejoint complètement l'actualité puisque France Roche, en compétition aujourd'hui avec bien sûr le film d'Ettore Scola, il y a un autre film, un film turc. Oui, et ce film turc a été fait par un metteur en scène condamné à 100 ans de prison, qui en a d'ailleurs fait plusieurs années, qui s'appelle Yılmaz Güney et qui s'est évadé il y a environ un an. Et Yılmaz Güney est poursuivi par Interpol, donc en principe il se cache. Or aujourd'hui il est arrivé à Cannes pour la présentation de son film et je l'avais rencontré il y a 2 jours à Paris et je lui ai demandé si ce n'était pas quand même un peu dangereux pour lui d'être à Cannes et s'il viendrait. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Écoutons l'interview de ce metteur en scène turc alors que nous entendons les manifestants autour de nous. Est-ce que c'est pas dangereux? Tehlikeli değil mi? Bazı zor şeyleri yapmak isteyen insanlar bazı tehlikeleri de göze almak zorundadırlar. Quand on a envie de faire des choses difficiles, difficile va de pair avec danger de toute façon. Vous avez fait des choses très difficiles, comme par exemple diriger votre film de la prison. Comment faisiez-vous pour expliquer à ceux qui travaillaient en votre nom la manière dont vous conceviez votre film et dont vous vouliez le voir tourner? Şimdi senaryonun yazılış süresi içerisinde ve senaryonun yazılmasından sonra genel olarak senaryonun içeriği, anlatmak istediği şeyler, hatta kamera hareketleri, oyuncuların nasıl oynaması gerekliliği konusunda senaryoyla birlikte çok geniş notlar yazdım. İkincisi filmde oynayacak oyuncularla özel olarak konuşmalar yapıyorum. Ve özellikle filmi rejisöre anlatırken filmde bulunan bütün oyuncuları, genel olarak atmosferi, hatta yani kameranın hareketinden rüzgarın oradaki genel olarak yakalanması gereken şeye varıncaya kadar onların hepsini mümkün olduğu kadar oynamaya çalışıyorum. Oynayarak anlatmaya çalışıyorum. S'étant évadé de Turquie fin 81, il a pu terminer le film techniquement en Allemagne. Mais pour ce metteur en scène qui réalisait ses films en prison, la liberté est une condamnation à ne plus tourner. Être en studio chaque jour équivaudrait à une arrestation, car il est fiché par Interpol. Şu 6 ay gerçekten bir fare gibi yaşadım. Ve filmin gerektirdiği işleri de bir fare titizliğiyle ve bir tavşan titizliğiyle, ürkeklikle yaptım. Silah seslerini duymuş olmalısınız. Müsaademe sonunda 5 kişi öldü. Ancak üzerlerinde kimliklerini belgeleyecek hiçbir vesikaya rastlanmadı. Ölülere bakın. Tanıdıklarınız var mı? Ölülerin cesetlerini yakınlarına, ailelerine vereceğiz. Bakın. Bildiklerinizi bize söyleyin. Cesetler römorktadır. Sırayla bakın. Biz de üzgünüz. Ama kanun kanundur. Kanunlara karşı gelenlerin akıbeti budur. Bize yardım edin. Bakın cesetlere ve tanıdıklarınızı söyleyin. Tanır da söylemezseniz sizler de ceza yersiniz. Alors donc, un extrait de ce second film officiellement en compétition aujourd'hui à Cannes pour la première journée officielle de projection, Yol, film turc. Donc France Roche, dont vous avez interviewé le metteur en scène.
et Ettore Scola lui-même, aussi en compétition avec La Nuit de Varennes. Mais Ettore Scola, c'est vraiment pas votre première présence à Cannes. Ah non. Vous avez fait énormément de très beaux films. Nous nous souvenons tous de Nous nous sommes tant aimés, d'Une journée particulière, de Bons, sales et méchants ou Bêtes, sales et méchants. Affreux, sales et méchants. Et vous avez déjà été abondamment primé, si je ne me trompe, sauf la Palme. Vous n'avez jamais eu la Palme d'Or. Alors, quand vous venez ici, est-ce que vous avez l'impression que vous risquez beaucoup? Vous avez tout à gagner, tout à perdre? Non. Je vous écoute. Je suis là pas pour la palme, car en plus je crois qu'on ne peut pas donner une palme à quelqu'un qui a été déjà 6 fois assis à votre table. Alors il n'y a pas la nouveauté, il n'y a pas l'arrivée de quelqu'un de nouveau, d'intéressant. Mais cette fois est particulièrement important pour moi car j'ai été ici avec beaucoup de films, avec beaucoup d'acteurs, mais j'ai jamais été ici avec un acteur comme Jean-Louis Barrault, jamais été ici avec un sujet comme La Nuit de Varennes. Et puis, oui, arrive que je fais un film par an, et ces films sont finis dans le mois d'avril. Ça n'est pas par hasard? Non, mais oui, je dis que oui, c'est par hasard. Je ne calcule pas mes temps sur Cannes, mais ça arrive que je viens ici. Et donc je pense d'être ici aussi l'année prochaine. Et pour l'année prochaine, si je peux me permettre à cette audition de souhaiter un parasol. Un parasol, oui. Mais nous vous apporterons un parasol, Ettore Scola, car effectivement la chaleur ici et le soleil commencent à être assez éprouvants pour nos participants. France Roche, une dernière question à M. Scola ou M. Barrault avant que nous rendions l'antenne. Moi, je voudrais savoir ce que Jean-Louis Barrault a ressenti quand il est revenu dans un studio pour la première fois, après beaucoup de temps passé seulement au théâtre. Comme si j'étais allé la veille. C'était absolument. Oui. Ça, alors, je peux le dire peut-être mieux que car Jean-Louis, comme tous les grands, est aussi modeste. Le cadre, le plan d'élaboration exigeait que le premier jour et la première scène qu'il tournait, c'était une scène très, très compliquée car on avait obtenu le permis de la Seine, du port fluvial, de tout ça. Puis il y avait une machine terrible à Pont-Saint-Michel des pompiers. Et alors on était obligé à faire tout lié, une longue séquence. Et alors le premier jour qu'il a tourné après 16 ans sont 10 pages de dialogue et tout lié et avec la caméra toujours sur lui. Et il a dit, oui, mais la veille, c'est juste ce qu'il a dit, comme il avait tourné la veille, mais comme s'il avait tourné la veille la même scène. Ettore Scola, vous vous attendez à une révélation dans le cinéma international cette année? Vous pensez qu'on connaît à peu près tous les grands talents ou qu'il doit toujours et il peut toujours intervenir un nouveau, quelque chose qui change la face du cinéma? Mais on parle de crise de cinéma. Je pense que l'unique façon de vaincre cette crise, c'est toujours d'espérer qu'il va naître quelqu'un d'étonnant et qui renouvelle l'intérêt, qui renouvelle le langage du cinéma. Et ça vous semble justifier en partie sans doute l'existence de manifestations comme le Festival de Cannes? Ah oui, absolument. Et de Venise. Venise est beaucoup important. Cannes donc, où la prochaine fois que nous vous recevrons, Ettore Scola, nous aurons un parasol, car sur cette terrasse du Carlton, il faut dire que la chaleur est un peu fatigante. Mais ça n'est pas grave, ne nous plaignons pas, nous vous avons reçu et nous vous remercions, messieurs Scola et Barrault. La Nuit de Varennes donc, c'est le premier film en compétition, c'est la journée Scola, la journée Varennes.